je vais bien évidemment attaquer cette preview. Je vais pouvoir, une fois n'est pas coutume, vous montrer l'illustration signée Jordan QI Basket. Je t'entends, Greg. Je t'entends, Greg, enfin. Est-ce que du coup, je peux te lancer peut-être sur le résumé de la saison des Suns pour prendre la balle au bon et pour te lancer maintenant qu'on t'entend. Saison régulière magnifique. Record de franchise battue, 64 wins. Et ça joue bien. Ils sont sur la continuité de ce qu'ils ont fait en fait, genre sur la saison 2020-2021 pour finir trop juste contre les Bucks. En fait, ils arrivent dans cette saison où il n'y a plus d'excuses cette fois. Ils ont eu leur finale NBA et ils n'ont pas d'autre choix sur le papier que d'y retourner, quoi. Ils ont renforcé leur effectif avec des Javel McGee et deux, trois petites trouvailles comme ça. Et on a deux, trois frayeurs, on va dire, entre guillemets, avec Chris Paul, qui se blesse, qui se refait la cuisse, si je dis pas de bêtises, peut-être un mois avant le début des playoffs. Et au final, il revient une semaine avant, et le mec joue toujours aussi bien. Et t'arrives contre les Pélicans, un peu surprise et pas trop à la fois en même temps, parce que bon, voilà, il passe quand même par le play-in. Et tu t'attends à une confrontation facile en fait pour les Suns sur le papier normalement, qui doivent gérer ça comme il faut, et c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Tu te fais rentrer dedans en fait. Ouais, comme j'écrivais là, on a J'avais eu l'occasion de faire un thread sur DeAndre Ayton qui nous avait montré des choses complètement fabuleuses un soir où il tourne en 28-17 et le lendemain il se fait défoncer par Jonas Valanciunas pendant 36 minutes et c'est un peu du un match sur deux, ça a toujours été son problème. Et bon, t'as des Pélicans qui finissent trop juste, mais qui ont quand même défendu leur bout de gras, comme on dit, et qui ont fait une bonne impression. Et à l'inverse, tu as des Suns qui inquiètent. Et, euh, et ils tombent en plus contre les Mavs de Luka. Sauf que bah, du coup, ils enlèvent toutes les inquiétudes en menant 2-0 au bout de deux matchs. Et là, tu te dis que tu as l'impression d'avoir retrouvé les Suns comme tu les as connus la saison passée, un peu en mode rouleau compresseur. Et là, ils ont une voie royale pour aller au final NBA. Et ça implose complètement. Donc tu te retrouves frappé un peu par le talent de Doncic qui te fait des scores un peu tous les soirs là. Et t'arrives au match 7. T'arrives même, on va pas oublier le match 6 non plus quand même, hein, parce que sur le match 6, il y a quand même des gros écarts de points. Cette série, elle était assez incompréhensible en fait. T'avais l'impression que les équipes choisissaient leur match et un match sur deux, ça jouait pas. Alors par contre, les Suns, ils nous font en enchaînement match 6 et match 7. Difficile à regarder, hein, c'est très long. T'as du drama dans tous les sens. T'as cette engueulade là entre Ayton et Monty Williams là, qui intervient en plein milieu de ce match 7. Et au final, les mecs ils se prennent 33 points, un match élimination directe. Et c'est le début un peu de cet été un peu catastrophe. euh, que tu vas pouvoir, je pense, reprendre la main pour faire un petit peu le tour d'horizon de ce qu'ils ont pu faire cet été. Mais la franchise entre en fait dans un été, ouais, complètement cataclysmique, quoi. Il y a rien qui va autant sur le sportif que sur l'extra sportif. Donc voilà, un peu une saison, ouais, d'un côté, t'as le meilleur jeu que t'as jamais vu en saison régulière, et de l'autre, une implosion complète en playoff, assez incompréhensible, un match un peu ovni, quoi. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est vrai que ça a été un petit peu deux visages complètement opposés et effectivement tu le disais parfaitement, un été cataclysmique. Le feuilleton d'Andre Ayton, bien sûr, on sait que le pivot était donc dans une année de qualifying offer, donc du coup
il pouvait être prolongé par la franchise, mais la franchise n'a pas voulu le prolonger puisqu'il demandait un contrat maximum. Finalement, du coup, une autre franchise pouvait lui offrir un contrat et ensuite les Suns s'alignaient. C'est les Pacers qui ont fait une offre au pivot des Suns et finalement, la franchise se voit contrainte de matcher l'offre avec tout ce qui tourne autour, hein, bien sûr, d'un tel aller-retour pour le joueur, c'est-à-dire une perte de confiance en la franchise, une relation avec le joueur très compliquée, et puis bien sûr par-dessus ça, alors que bien sûr l'ambiance délétère du vestiaire après la défaite face aux Mavs n'était évidemment pas retombée avec des déclarations comme quoi Chris Paul n'avait rien appris de la série, que ça ne se parlait absolument pas ni entre les joueurs ni avec le coach. DeAndre Ayton ne parle pas à Monty Williams, etc. Par-dessus ça, bien sûr, il y a la problématique Robert Sarver qui, on peut le dire, hein, a eu des remarques et racistes et misogynes et tout ce qu'on veut, des comportements également misogynes tout au long de sa carrière qui ont été ébruités en début de saison dernière. Et finalement, la NBA le condamnait à une petite tape sur les doigts et qui est forcément... Oui, excuse-moi, du coup, je t'avais muté dans le OBS. Mais Y a pas de souci. Greg qui disait un mot de liaison à faire signer par les parents. Ouais. Et voilà, c'est un petit peu l'esprit. Heureusement, dans la ligue, ça gueulait quand même à raison vis-à-vis de cette punition extrêmement faible, on peut le dire. Et le propriétaire, du coup, finalement déclarait qu'il allait vendre la franchise. Bref, un été cataclysmique avec 2 départs. Le premier, c'est celui de Jay Crowder qui, je pense, dans un ensemble, décidait de dire qu'il ne souhaitait plus jouer avec ses Phoenix Suns. Un départ donc acté, mais pas encore fait, puisqu'il n'y a pas eu encore de trade pour Jay Crowder. Et on avait d'ailleurs quelques avis intéressants à ce niveau-là dans le chat, et du coup je vais repasser sur l'écran du chat en espérant qu'il y ait vos messages. C'était notamment Garinka7, et qu'on salue d'ailleurs dans le chat, qui nous demandait si ça avait bougé vis-à-vis de Crowder, et qui nous disait qu'il était surpris de voir que ça ne bougeait pas chez les contenders, qu'il aurait plutôt vu sauter sur l'occasion. Et Tom qui répondait: les contenders qui veulent de Crowder n'ont pas de quoi satisfaire les Suns. Et puis je vais continuer de vous lire juste après, bien évidemment sur vos autres messages. Un été cataclysmique donc, les départs, alors le départ de Crowder pas encore tradé mais plutôt acté, le départ de Maggie également à l'intérieur, on va y revenir, et on va y revenir surtout en ayant fait le tour du roadster comme d'habitude. J'en profite pour vous afficher la preview QI Basket signée Greg. Elle sera disponible comme d'habitude pour la rediffusion YouTube dans la description. Je vous l'ai envoyé un petit peu plus haut dans le chat. Et on va pouvoir faire le tour du roster avant de passer à la suite. Au poste de meneur, donc, on obtient Chris Paul, Cameron Payne, Dwayne Washington Jr. et Frank Jackson. Au poste d'arrière, Devin Booker, Landry Shamet et Damian Lee. Au poste d'ailier, Michael Bridges, Torrey Craig, Josh Okogie. Au poste d'ailier fort, Cameron Johnson, Dario Saric, Ish Wainwright et Jay Crowder, mais en partance. Donc, on le garde dans le roster parce que c'est potentiellement une valeur pour d'autres assets. On y reviendra. Au poste de pivot, DeAndre Ayton, donc Bismack Biyombo, et Jock Landale. On va revenir au chat. Je vais pouvoir vous lire un petit peu. C'est triste pour les Suns car on a l'impression que leur fenêtre est déjà passée, nous dit Tom. Après, je trouve dur de dire qu'ils ont raté leur playoff. Ils ont quand même gagné 7 matchs et il y a eu un avant 7 matchs où ils n'ont pas été ridicules. Ils sortent par la petite porte mais ils ne sont pas non plus le Jazz. Je pense que la problématique aussi c'est en comparaison de la SR où tu as 64 wins, tu es dans le top 5 et offensive rating et defensive rating. Tu as des joueurs d'expérience dans la personne, enfin surtout en la personne de Chris Paul en réalité. Ça c'est vrai que c'est une nuance peut-être à faire et peut-être un raccourci qu'on fait trop souvent. Ça c'est peut-être intéressant d'aller voir là-dessus. Mais malgré tout,
bah, tu t'attends pas à ce que ça se finisse comme ça en fait. Et surtout avec la manière, je pense que la manière est désastreuse. Je pense qu'il y aurait eu vraiment 2 points d'écart et un Doncic qui tape un immense buzzer beater. On se serait dit, ah c'est cruel, c'est dommage, voilà. Et là il y a eu un craquage complet, une ambiance qui est délétère. Il y a des choses en fait qui font que je pense que c'est ça qui donne vraiment une impression très particulière à cette Et sortie en puis, playoff, à mon sens. Oui, dis-moi, dis-moi. puis en plus de la saison, des attentes que tu as placées pendant la saison régulière, euh, comme je disais, tu sors aussi d'une saison juste avant où tu vas en finale NBA et ouais, là pour le coup, tu tombes sur un Giannis complètement intenable et c'est excusé, tu vois, dans la tête des fans, Oui, etc., même des suiveurs de la NBA, etc. Là, tu as un peu ce côté où contre les Mavs, en fait, bah, cette année, les Suns, ils avaient plus d'excuses, en fait. Et quand ça casse, bah, ça casse vraiment. Et donc, non, leurs playoffs sont pas catastrophiques en soi, bien que dans le jeu, on peut leur reprocher pas mal de choses, parce qu'au final, ils ont perdu un peu quelques automatismes qu'ils avaient mis pendant la saison régulière, où globalement, toute l'année, ils ont réussi à bien trouver DeAndre, etc. Pendant les playoffs, tu avais des matchs où le mec n'était plus du tout nourri, en fait. Tu perdais un peu cette essence collective parce que tu étais dans la panique, parce que tu avais José Alvarado qui te courait derrière le dos, en fait, et on les a pas reconnus. Et c'est en ça qu'on peut être très critique à leur égard. Mais bah voilà, en fait, c'est en comparaison avec ce qu'ils ont pu proposer. Donc, bien sûr, pour n'importe quelle équipe, ça aurait été des playoffs plus que. Je veux dire, les Lakers, ils font ce parcours-là. Bon, bah, on leur dit, bon, bah, bravo, ah bah c'est bien joué, sûr. tu vois. Mais voilà, faut remettre en contexte. Je trouve pas, moi, ça si dur pour le coup de dire qu'ils ratent leur playoff parce que l'objectif de base, à partir du moment où il est raté, bah, Oui, et puis on l'objectif parle de c'était raté, ouais. c'était les finales. On se souvient de alors en plus, moi je suis pas trop d'accord avec ce discours-là, mais il y avait un discours présent la saison encore passée qui disait oui, mais finalement les Suns ils arrivent en finale, mais c'est un parcours facile, il y a plein de blessés sur le chemin, etc. Alors certes c'est vrai, mais moi je trouve que c'est toujours une part inhérente à tous les parcours de playoff que bah, malheureusement il y a des blessures en face, etc. Toi t'es un petit peu plus préservé. Je trouve que ça fait partie inhérente, du coup je trouve que c'est assez dégueulasse de le retenir comme un truc pour mettre une astérix. Je trouve que c'est pas forcément un bon argument, mais malgré tout ça existait comme narratif. Et du coup, on nous assurait, non mais vous verrez, c'était pas un problème de blessure, etc. Et on est tout à fait capable de réitérer la chose. Et il y avait vraiment cette ambition de, non, mais on est legit pour aller en finale. Et beaucoup d'observateurs le disaient, d'observateurs neutres aussi, hein. Et puis moi, j'étais plutôt assez d'accord avec ça. Et en fait, tu te dis, ouais, du coup, quand ton objectif c'est la finale, bah tu sors au second tour. Non, c'est un échec, quoi. Ils ont perdu en étant Goliath et c'est un peu laid. On dirait que le Game 7 contre les Mavs est encore dans leur esprit lorsque je les ai vus jouer durant la pré-saison, nous dit Lakers Nation 38, encore une fois. Et effectivement, ça a l'air pas complètement réglé dans les têtes en tout cas. Après, ça reste un petit peu de la... Bon, De après la la... pré-saison, Oui, il faut aussi voilà. limiter. Mais même malgré tout, tu vois, en fait, c'était contre nous, genre, ils font jouer 36 minutes les starters, et je suis en mode, qu'est-ce que vous foutez, Bah, genre... même contre les 36ers Ouais. d'Adelaide, si je dis pas de bêtises, où t'as du Il y a- Booker et tout. T'as l'impression qu'il y a quand même Bon, un voilà, truc ça de se fait on troller. essaye de se rassurer. Enfin bref, Ouais, voilà, c'est on va ça. avancer. Mais c'est pas révélateur. Enfin, je pense pas que ce soit Oui, utile de parler de pré-saison avec eux. on verra Alors, sur par la contre, du saison. coup, je reviens vite fait sur Crowder, là. Je pense que ce qui bloque du côté des Suns, c'est que eux, ils sont sur une vision court terme et ils n'ont pas envie de récupérer des pics. Et je suis pas persuadé qu'on leur aurait proposé des joueurs C'est ça. qui leur conviennent, alors que bah, l'intérêt de Phoenix, ce serait de retrouver ouais, un mec ouais, qui vient te renflouer les ailes sur le banc un peu plus sérieux que ce qu'ils ont pu recruter, quoi. C'est Parce ça, Garen que K7 qui ça nous dit reste son assez salaire faible. est assez bas. Après, les Suns sont peut-être gourmands. Tom qui lui répond les Suns veulent certainement un ailier pour le remplacer, mais il n'y en a pas de dispo. Ils ne Voilà. veulent pas s'en séparer pour un tour de draft, mais pour un joueur qui peut jouer et rentrer dans leur rotation. Ça rentre dans ce que tu dis, Greg. Avec aussi un autre problématique, je trouve, c'est qu'en fait, bah, Jay Crowder est un asset intéressant pour potentiellement surtout des contenders.
les Suns sont un contender, et en fait du coup ce sont deux demandes qui ne se rencontrent pas parce que en retour, comme vous le dites, les Suns veulent quelque chose d'intéressant en tant que contender, et en fait ils doivent faire avec des contenders potentiels. Donc c'est forcément un marché un peu compliqué pour Jay Crowder, et un départ acté mais sans un trade et sans retour sur investissement qui peut poser des problèmes aux Suns, et on revient un petit peu dans la preview, puisque ça oblige Cam Johnson à le suppléer. Cam Johnson, est-ce que, Greg, tu peux nous en parler un petit peu du joueur, histoire qu'on comprenne un petit peu ce que les Suns gagnent, et ce que les Suns aussi potentiellement perdent dans ce remplacement pour Jay Crowder? En fait, je pense pas que le terme adapté, ce soit que les Suns soient obligés de titulariser Cam Johnson. Je pense que déjà, il y a moyen que ça ce soit un pourparler un peu au sein de la franchise depuis un petit moment, parce que il prestait quand même de plus en plus de minutes, et tu sentais que voilà, cette année, si Crowder était resté chez les Suns, c'est possible qu'il soit pas starter. Ce qui a peut-être aussi un peu qui l'a très probablement poussé dans sa volonté de partir. Mais avec Cam Johnson, en fait, tu te retrouves avec un mec qui va te sanctionner à 3 points, et du coup qui pour le spacing est parfait. Euh, ouais, je le disais, ouais, j'étais allé chercher les chiffres là, donc grâce à Cleanings de Glass, là, on est sur un top 6 des meilleurs ailiers de la ligue en PSA, du coup les points par tir tenté, avec des chiffres absolument énormes, ce que Crowder n'offrait pas. Mais en fait, voilà, là t'es dans un calcul attaque-défense où avec Johnson, pour le coup, tu as plus d'options offensives, et donc un mec qui va pas forcément te sortir des 0 sur 7 à 3 points en playoff, comme ça pouvait être le cas parfois avec Crowder, mais tu es un peu plus léger défensivement en retour. Alors après, je pense que c'est la logique des choses, le truc suit son cours. Et je pense que dans tous les cas, on aurait eu un Cam Johnson titulaire cette année, et c'est pas immérité du tout. Mais du coup, oui, on a Monty Williams qui est conscient de ça, et qui veut clairement que son joueur progresse défensivement, et qui lui a fait comprendre en lui disant directement, quoi. Pour parler de Jay Crowder, Garin K7 qui nous dit: ça m'étonnerait pas qu'il laisse traîner ça jusqu'en février pour qu'un contender soit prêt à leur donner ce qu'ils veulent. Ça peut être risqué si le début de saison se passe mal. Et puis surtout, je sais pas s'il jouera Jay Crowder. Vraiment, je crois qu'il y a un divorce acté assez fort, et je suis pas sûr qu'il veuille jouer. Mais ça reste à voir, effectivement. Et puis je reviendrai sur les coms de Guillaume un petit peu plus loin dans la preview pour avancer, pour faire la transition de manière un petit peu plus naturelle. Avec ce départ de Jay Crowder et cette redisposition de Cam Johnson, tu parlais un petit peu de potentielle évolution naturelle en te disant qu'il aurait peut-être naturellement quand même été aligné en tant que titulaire cette saison. Je te rejoins, néanmoins, ça pose une question de profondeur, et on parlait encore une fois de rotation de playoff juste avant pour les Nets. On va y revenir à cette rotation de playoff. C'est vrai qu'un mec comme Jay Crowder fait toujours partie de ta rotation de playoff, et c'est cool de pouvoir y compter parce que justement sur des match-ups, tu vas pouvoir l'assigner défensivement dans un rôle où il peut un petit peu switcher, il peut défendre sur pas mal d'extérieurs différents et dans des rôles différents, et donc il y a une polyvalence défensive intéressante, ce qui est très très valuable en playoff, très, très importante à posséder. Donc c'est forcément une perte à ce niveau-là. Et puis globalement, est-ce que c'est pas une question sur le roster de ces Suns-ci, la profondeur, puisque derrière, alors il y a le retour de Dario Saric, on va peut-être pouvoir un petit peu y revenir, mais la seconde unit, on a du Cameron Payne, Landry Shamet, Torrey Craig, Dario Saric, Bismack Biyombo. Il y a pas mal de profils qui posent des questions. Cameron Payne et Landry Shamet. Alors Cameron Payne avait fait une revival year incroyable, une année renaissance, pour traduire littéralement, il y a 2 ans, et que c'était assez exceptionnel. Alors il était certainement en surperformance.
Depuis sa dernière saison, ça a été beaucoup plus compliqué et dans des retours plus classiques en termes de son niveau. Landry Shamet est quand même très irrégulier au shoot pour un spécialiste shooter et surtout défensivement, c'est une passoire. Torrey Craig, on l'adore. Torrey Craig, un génie de la défense, bien sûr, qui malheureusement, offensivement, pose quelques questions et est loin de réassurer et d'être régulier. Il faut malheureusement l'admettre. Reste Bismack Biyombo et Dario Saric, peut-être ceux qui apportent le plus d'assurance. Et c'est quand même pour dire que Dario Saric sort d'une saison blanche et même d'une blessure encore plus lointaine, puisqu'il était déjà blessé la saison passée, encore une fois dans les playoffs passés. Donc, quel Dario Saric? C'est un joueur potentiellement intéressant dans un profil très particulier, lié fort, bon au shoot et à la création, et donc qui peut apporter de manière des choses intéressantes, mais qui défensivement, pareil, n'apporte pas de réassurance. Pour une rotation playoff, encore une fois, ça semble un petit peu court. Peut-être que ça suffira pour la saison régulière, et encore, ça pose là aussi quelques petites questions. Pour les playoffs, c'est définitivement un problème ou au moins une interrogation. Je suis plus inquiet inquiet entre guillemets, hein. Ça reste quand même sur le papier un effectif plus que cohérent et bien supérieur à des égards à beaucoup d'autres franchises. Je pense que du coup ils font un peu ils vont tâtonner de toute façon en début de saison et il va falloir qu'ils trouvent des places, il va falloir qu'ils établissent une hiérarchie entre beaucoup de nouveaux joueurs. Euh, Va falloir aussi peut-être essayer de bousculer un peu les Cameron Payne, Landry Shamet qui ont pas mal déçu l'année dernière. Landry Shamet, je sais il y avait beaucoup d'attentes qui avaient été placées sur lui en tant que sixième, septième homme du coup avec lui et Payne pour aller foutre du 3 points et défendre. Et au final, ça a été très décevant. Et là, va falloir que Monty Williams il fasse un peu des expérimentations, voir qui va aller tirer le plus de minutes entre Okogie, pourquoi pas, même Lou Avukabaro, du coup, en fait, voilà. Va falloir attendre de voir les premiers matchs, voir la tendance qui se dégage dans cette hiérarchie, parce il y a tout qui est à refaire, au fait, et ça va peut-être coûter quelques victoires en saison régulière, mais malgré tout, je pense que ton 5 il reste ultra compétitif. Et de toute façon, il va avoir ses 38 minutes pour chaque joueur en playoff. Et derrière, si tu arrives à tirer le meilleur de ton banc, voilà, donc ça reste une inconnue voilà, qu'il va falloir éclairer au cours de la régulière. Tu peux quand même te retrouver avec un effectif qui est vraiment très compétitif. Donc je suis voilà, inquiet du coup vraiment entre gros guillemets pour cette régulière parce que si tu te retrouves dans une situation où tu arrives à rien tirer de tes nouvelles arrivées, tu peux être là effectivement très court en playoff pour le coup. En playoff et peut-être aussi un petit peu en saison régulière. Je m'appuie sur Tom qui nous dit le plus gros problème, c'est aussi le remplacement de la production de Paul qui va commencer à sérieusement décliner. Et est-ce que tu peux, si effectivement, comme tu le disais si bien Greg, Cameron Payne reste dans ses standards de carrière, hein, parce que je suis désolé, mais la saison où il surperforme, c'est clairement de la surperformance et une exception au sein de sa carrière pour un joueur qui est rentré dans le rang la saison passée. Alors peut-être si on va réitérer l'exploit, j'ai tendance à être sceptique. Si tu restes là-dessus, est-ce que tu peux, en tant que avec les Suns là, est-ce que tu as les moyens d'aligner Chris Paul à 38 minutes par match tout au long de la saison régulière en imaginant qu'il puisse du coup faire une campagne de saison complète, ce qu'il n'a jamais fait dans sa carrière, alors qu'il prend une année de plus et qu'il affiche maintenant plus de 35 ans. Là est une immense question. Alors qu'on salue Ayahuska02 qui nous rejoint. Bienvenue à toi. N'hésite pas dans le chat à nous faire part de tes commentaires. Merci aussi à Redzilas qui nous a follow tout à l'heure. Je trouve que c'est vraiment une interrogation. Chris Paul, l'état de santé de Chris Paul, la gestion de Chris Paul et comment tu peux potentiellement pallier à sa création, essayer de le reposer un petit peu. Effectivement, il n'y a pas grand chose. Alors Devin Booker s'est amélioré dans ce rôle-là. Ils ont commencé à taffer sur Booker justement l'année dernière où on l'a vu beaucoup plus
à la création, bah, notamment quand Paul était sur le banc, ça se partageait beaucoup plus le rôle avec Campaign justement pour avoir la main tout simplement. Et c'est assez intéressant. Problème étant que si pour le coup Chris Paul est vraiment défaillant, euh, bah on peut dire que si t'es les Suns, tu te retrouves dans la merde parce que Booker va pas pouvoir tout faire tout seul et surtout c'est important. La relation Chris Paul-Booker elle est essentielle dans le sens où Booker se nourrit énormément de ce que Chris Paul lui donne et il y en a un autre qui est beaucoup plus dépendant de lui, c'est aussi Ayton, dont on n'a pas beaucoup parlé en soi sur le plan sportif. Euh, Moi, c'est un joueur que j'adore. Euh, Autant que je déteste en fait. Ce mec, il est tellement talentueux. Il est assez unique aussi en son genre dans cette NBA actuelle là. Mais t'as toujours cette impression que c'est pas exploité au maximum. Et, ouais, quand il brille, la relation Chris Paul Ayton, elle est juste magnifique à voir. Alors après, Chris Paul, moi, je me fais pas trop de soucis pour lui. J'ai l'impression que au rythme auquel il joue, il pourra toujours distiller autant. Alors après, voilà, s'il peut aligner 38 minutes, c'est une autre question. On a vu qu'il était assez vite court physiquement, bah, surtout contre les Pels, où ça courait un peu dans tous les sens en face. Il avait un peu plus de mal à suivre un peu ce dynamisme que lui imposait bah, Alvarado notamment. Oui, et puis surtout, je t'arrête, Greg, mais c'est pas forcément genre, est-ce qu'il peut jouer 38 minutes sur un match? C'est pas le problème. C'est, est-ce que, au long terme, c'est pas l'amener à se péter, encore une fois, une énième fois en playoff? Bah, du coup, non, son corps est lâche, il est blessé là, il est blessé là, et du coup, bah, il peut pas jouer, en fait. Et du coup, alors, il joue moins bien, et parce qu'à chaque fois, c'est là, alors, donc, a priori, il jouait blessé pendant les playoffs, c'est ce qu'il a dit après coup. On est libre de croire ou non, mais c'est comme ça tout le temps en fait. Et donc du coup, non, en fait, moi je suis d'accord que oui, tu le mets 36 minutes sur un match et il va jouer, il va faire du Chris Paul, il va aligner ses stats et il va faire jouer l'équipe très bien comme il sait le faire. Et c'est ce dont ces Suns-là ont besoin. Mais en fait, c'est que sur le long terme, tu fais une saison de 80 matchs comme ça. Déjà, il va pas jouer 80 matchs parce qu'il l'a jamais fait de sa carrière. Et Non, ensuite, certainement. il arrive en playoff, il sera blessé, il jouera pas bien. Encore une fois, ça va s'écrouler. Enfin, et sur une équipe qui dépend énormément de son playmaking. Et d'ailleurs, Tom nous dit il devrait peut-être essayer de chercher un meneur à la place de Jay Crowder et à la place d'un autre ailier, du coup, comme on disait tout à l'heure, genre Monte-Morris. Je suis tout à fait d'accord, je pense que c'est plutôt un profil intéressant du coup pour ces Phoenix Suns dans cette optique de repos de Chris Paul. Non pas pour dire qu'il n'est pas capable voilà, de maintenir ce rythme-là, mais surtout pour dire il faut qu'il arrive en santé en playoff pour que cette équipe ait une viabilité en playoff en fait. Et ça, tu peux pas le faire si tu as SR, tu le fais jouer 38 minutes par match pendant 60 matchs. Après, Même voilà, je pendant pense 60 que matchs. dans la mesure où ils doivent. De toute façon, ils n'ont pas le choix là. Il va falloir Monty Williams qui file des responsabilités à des mecs du banc pour tester leur fiabilité. Et j'aimerais. Voilà, encore une fois, c'est jamais, on n'a jamais ce qu'on veut dans ces cas-là, mais j'aimerais parfois ouais, avoir du load management et filer des. J'aimerais. Enfin, Dwayne Washington, il a quand même un profil intéressant. On n'a pas Il beaucoup parlé se, du côté des Pacers et tout. il se montre un peu en Euh, pré-saison. ouais, 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 c'est. Donc voilà, en fait, je pense que Monty Williams, il est intelligent de toute manière. C'est un excellent coach. C'est possible ouais, puis même en accord avec Chris Paul, qui aura envie sûrement d'être en forme en playoff, ouais, d'essayer de faire un peu de load management. Et d'un autre côté, bah, donner des vraies responsabilités à des joueurs de banc sur qui, du coup, tu pourras vraiment te reposer quand on aura besoin en mai, voire en juin, quoi. Donc, Il va peut-être, il va peut-être simplement falloir tirer sur Devin Booker pendant la saison régulière. Et Tom qui nous demande, Washington, c'est pas plus un profil scoring guard. C'est effectivement, tu fais bien de préciser, de ce que j'en ai vu juste là en préparant la preview. Mais alors là, après, encore une fois, je suis loin d'être spécialiste. Donc, il me semblait aussi que c'était plus un profil de scoring guard, effectivement, Tom. Donc, toujours cet aspect gestion. Et enfin, et je voudrais conclure un petit peu en repartant sur le message de Guillaume,
On parlait tout à l'heure voilà, de l'importance de l'aspect mental, etc., euh, qui finalement est plutôt de l'intangible et difficile euh, à pouvoir, justement, parce que c'est intangible, hein, c'est dans le mot, c'est la définition, c'est difficile à pouvoir vraiment quantifier, à pouvoir dire à quel point c'est de la faute de l'aspect mental, de l'aspect ambiance du vestiaire, de l'aspect entente des joueurs. On entend beaucoup ça dans cet été, on a beaucoup entendu ça vis-à-vis des Suns, là dans la pré-saison, etc. À quel point ça va impacter l'équipe, on peut difficilement le savoir. Et Guillaume qui nous dit, c'est pas ils ont perdu parce qu'ils sont faibles mentalement, c'est qu'ils sont apparus dépassés justement parce qu'ils perdaient. Faut pas inverser cause et conséquences à mon sens. Ça faisait suite à un message tout à l'heure où il disait ou alors ils ont perdu contre plus fort et ou profil plus adapté niveau schéma et force et faiblesse. Et le mental c'est une excuse facile, un peu bidon. C'est pas Devin Booker top 3 MVP et 2 semaines plus tard au mental faible, c'est surtout Booker top 15 NBA qui est des limites normales et qu'on a vu un peu et qu'on a vu, virgule, un peu de cohérence diantre. Je suis en partie d'accord avec ça, je suis surtout en partie... Enfin, moi mon problème avec l'aspect mental, etc., c'est que pour moi ça semble assez évident quand il y a une telle différence de niveau, en fait un tel gap, et surtout sur des choses qui sont pas forcément toujours des problématiques de match-up par exemple. Ou par exemple effectivement il y a des match-up qui font que ça te rend inopérant, fonctionnellement inopérant, et là clairement il y a des problématiques. Mais là par exemple il y avait surtout face aux Mavs, j'ai trouvé par exemple des problématiques de gestion d'équipe, surtout à la main, hein, on parle de CP3, qui posait problème dans le rythme où les shoots étaient moins bien distribués que ce que ça avait été tout le long de la saison. Donc du coup, un personnel qui autour de lui a essayé de jouer un petit peu sans lui, et du coup, où c'était beaucoup moins en place, où il y avait des choses un petit peu hors rythme, etc. Je trouve que si Booker est pas beaucoup responsabilisé dans les critiques qu'on en fait, et puis c'est juste pas tombé dedans. Lui qui a une habitude de prendre par exemple énormément de shoots compliqués, quand tout rentre c'est super cool, quand rien ne rentre c'est une catastrophe. Donc effectivement ça c'était aussi une problématique potentielle. À côté de ça, des éléments plus tangibles là-dedans, parce que ça c'est vraiment, et je te rejoins tout à fait là-dessus, une difficulté de pouvoir dire ouais c'est que mental, etc. Je trouve que en plus quand tu n'es pas dans l'équipe ou quoi, il y a un énorme biais médiatique qui rentre en jeu. Moi je trouve que par exemple la relation d'Ayton avec la franchise, elle est compliquée et il y a énormément de choses factuelles sur lesquelles on peut quand même revenir. C'est un joueur, t'en parlais à Greg tout à l'heure, qui est assez irrégulier, mais qui aussi a fait plusieurs sorties dans la presse pour dire que il souhaitait aussi avoir un rôle plus important, notamment sur le fait de potentiellement peut-être avoir plus de création individuelle. Est-ce que c'est quelque chose de bon pour l'équipe? Peut-être pas, et c'est là aussi que du coup, il obtient pas forcément ce qu'il veut, mais donc du coup, en étant mécontent, ça, plus la gestion de son contrat, ça, je pense que ça peut laisser des traces. Et je pose la question, est-ce que si jamais, effectivement, il y a des problématiques de vestiaire, d'ambiance, d'entente entre les joueurs, le coach, alors a priori, ils se reparlent, DeAndre Ayton et le coach, et a priori, il y a des choses qui vont mieux après la pré-saison. Est-ce que c'est que de la com? On n'en saura rien, on verra dans la Ouais, saison. je pense quand même qu'on a beaucoup gonflé aussi cet Je suis aspect. d'accord. Je pense vraiment qu'il y a eu un peu ce truc dans les médias de Ah, ça va plus du tout. ouais, après, pour moi, sur Ayton, il y Le avait une mec, il vraie est question, arrivé, parce que il pour se moi, fout sur son pas. rôle et sur le fait qu'il ait eu son contrat, les Pacers lui offraient un contrat, etc. Moi, il y a vraiment un monde où je l'imagine qu'il peut, dans sa tête, s'il est en mode, je fais mes premiers 6 mois parce que je peux pas être tradé jusque-là, etc. Je monte ma cote et ensuite je demande mon trade. Je Peut-être même que les Suns ont envie que ça se passe dans ce sens-là aussi. Peut-être aussi que peut-être. Enfin, ils vont lui dire, tu sais quoi, Chris Paul, Devin Booker, là, vous me le faites passer pour Joel Embiid, le machin, et on en tire un maximum, tu vois. Non, mais il y a enfin, voilà, le problème, c'est que il y a énormément d'incertitudes et il y a que le terrain qui saura nous dire, je pense, qui sera révélateur là au bout de 10-15 matchs. Je pense qu'on pourra déjà voir prémices et voir si les inquiétudes sont confirmées
ou si effectivement tu es parti pour aller un run de playoff, pourquoi pas aller tenter ta chance en finale NBA. Voilà, je pense que c'est leur situation, parce que du coup on avait les Nets juste avant, je la trouve moins alarmante quand même que le potentiel d'implosion du roster des Nets est pour moi beaucoup plus important que celui des Suns. Je peux peut-être me tromper, hein, mais je suis plus confiant sur l'avenir de Phoenix que sur l'avenir de Brooklyn, par exemple. Et puis à Mais côté il de y a ça, un pour monde, te il y a un monde où ça rejoindre, peut. je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de sécurité dans ce roster-là que celui des Nets dont on parlait avant, avec effectivement des petits soucis de profondeur et cette problématique de création derrière Chris Paul. Néanmoins, le trade de Jay Crowder n'est pas encore acté et donc il y a potentiellement des assets à récupérer aussi pour alimenter un petit peu cette profondeur. Le retour de Dario Saric peut très bien se passer et avoir vraiment un joueur intéressant de ce point de vue-là à la création aussi, dans un style tout à fait différent. Bon, on peut imaginer voilà, un petit peu de size sur Cameron Payne et voilà, quelques petites choses comme ça. Et en saison régulière, un 5 majeur quand même extrêmement performant avec voilà, Chris Paul, Devin Booker qui donnent des grandes réassurances. C'est vrai que s'il n'y a pas ce problématique d'entente, de problématique de vestiaire, etc., on reste sur un plancher quand même qui devrait être assez haut. Après, les questions se font encore une fois plus dans l'optique playoff du coup. Euh, et je pense que c'est plus cette différence-là qu'on peut imaginer. Avec voilà, moi, mon interrogation sur Ayton, malgré tout, à la trade deadline, il peut se passer quelque chose. Et je voulais revenir du coup sur le Risque chat. d'être un énorme trade, c'est le cas. Et ça serait un énorme trade. Et du coup, d'autres assets aussi. Enfin, alors, c'est peut-être pas le meilleur des choses pour être contender de tout chambouler à la trade deadline, Non, mais c'est s'il sûr. le faut. S'il le faut, oui, ils repartiront pas les mains vides, très clairement. Voilà. Et je vais redonner une fin de cette preview en forme d'interrogation avec les messages du chat, parce qu'il y a un débat qui pourrait faire rage, et du coup, on pourra le suivre. En tout cas, vous pourrez y répondre en commentaire YouTube sur la rediffusion, bien évidemment. Guillaume qui nous dit, oui, mais durant la saison, la défense n'était pas du tout au niveau de Dallas en playoff. Jérémy qui lui répond, les Mavs n'étaient pas meilleurs que Phoenix, l'écart était peut-être plus faible qu'on le pensait, mais l'implosion qu'on a vue au match 6 et 7, sans parler de mental, c'est peut-être juste une équipe qui est soudainement mise face à son manque de cohésion façon Clippers 2020. Meilleur dans l'absolu, peut-être pas, répond Guillaume, mais les schémas défensifs de Dallas étaient meilleurs que les schémas offensifs de Phoenix, c'était sûr. Jérémy qui pose la question, de là à expliquer l'écart qu'on a vu en fin de série. Et puis surtout, moi, j'ai tendance à dire que les deux ne s'excluent pas forcément, en fait. C'est-à-dire que moi, je peux être d'accord avec toi, Guillaume, vis-à-vis des meilleurs schémas de Dallas par rapport à Phoenix et du match-up, etc. Mais je trouve que, en fait, ça n'exclut pas en plus le problème mental, en fait. C'est-à-dire que c'est pas l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre à la fois. Et je pense que c'est aussi ça, et c'est aussi surtout, en fait, la différence de niveau, elle peut s'expliquer par les deux en même temps. Et après, concomitant ou une cause à effet, je pense qu'au contraire, il peut y avoir la problématique du match-up et la problématique de la défense de Dallas qui ensuite engendre le problème mental. Un peu comme le dit Jérémy, je trouve que c'est plutôt bien dit l'aspect une équipe qui est soudainement mise face à son manque de cohésion parce que justement, on est mis en difficulté et on ne sait pas y répondre. Et là, peut-être on les a vus trop beaux à ce niveau-là, mais je pense que c'est peut-être aussi dans ce sens-là et que les deux sont loin d'être exclusifs. Tom qui nous dit, trop de talent dépendant dans cette équipe, malheureusement. Le meilleur moyen de les défendre est d'arrêter le porteur de balle principal qui alimente les autres. On le sait, c'est Chris Paul, on le sait, il est un peu seul, un peu trop seul. Et j'y reviens, mais ça me semble encore fantasmagorique d'imaginer qu'il puisse faire une saison entière et des playoffs entiers. Et je pense qu'il y a quelque chose à gérer du côté de la SR pour ces Suns aussi. Greg, est-ce que tu as un mot de la fin avant qu'on termine cette preview un tout petit peu en retard, mais tout va bien. Tu me mets on the spot, c'est ça? Non. Mais t'es pas Mot de obligé, la on fin, peut finir là. Hein. Non, qui est, je sais pas dans quel range toi tu les mets là, si on doit parler de où tu les classes par exemple à la fin de la saison. Alors Guillaume dans le chat te dira, puisque j'ai fait un podcast avec lui sur les previews et justement il y avait ce genre de range, cet éventail des possibles comme on aimait à l'appeler, il te dira que j'ai un éventail des possibles absolument flingué puisque il est extrêmement large de mon côté.
Donc, moi, il y a un côté où si tout se passe Entre 1 et mal, 8, De quoi? entre 1 et 8, ton range, comme ça, tu prends pas de risque. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Non, j'avais tendance à pouvoir les imaginer au play-in à la 7e position, tu vois. Ouais. Et en D'accord. même temps aussi de pouvoir faire les finales NBA. Donc, tu vois, c'est très large, hein, le D'accord, ouais, range. ouais, d'accord. Moi, je les vois, ouais, je pense que je dirais 3-4, parce que tu perds 10 matchs de plus que la saison passée, parce que tu tâtonnes au début de la saison. Euh, Allez, je me mouille, c'est minimum finale de conf cette année, malgré tout le grabuge, là. Eh bien, c'est bien, on apprécie la prise de risque et on pourra peut-être terminer sur une question un peu plus ouverte. Comme ça, peut-être qu'on aura des commentaires YouTube qui seront de fans qui suivront la team, qui pourront nous y répondre plus facilement. Garinka7 qui nous demande qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour revenir en finale avec le groupe tel quel. Ça paraît compliqué. Bah, moi, je pense peut-être, voilà, encore une fois, hein, j'y reviens, mais une meilleure gestion de CP3 peut-être, histoire qu'il puisse réussir à arriver en playoff en meilleure santé. Et ensuite, moi, je trouve que, après, moi, c'est pour ça aussi que mes possibles sont très larges. C'est qu'en réalité, j'imagine que, voilà, s'il y a des blessures dans des contenders, etc., ils peuvent tout à fait refaire un, un parcours comme il y a 2 ans et se retrouver en finale face aux Bucks. Moi, si jamais, voilà, on a artificiellement énormément gonflé, parce que les médias, on les connaît, ces problématiques de vestiaire, etc., et que finalement tout rentre dans l'ordre, et que ça peut même les rendre meilleurs, hein, de se dire on est passé par le pire et on s'est mis des bâtons dans les roues etc. Et finalement du coup ils peuvent rebondir un petit peu mieux face à l'adversité. Ça peut aussi les forger. Donc c'est dans un scénario beaucoup plus optimiste que tous ceux qu'on a avancés au cours de cette preview. Mais si l'un est possible, l'autre aussi. Et on laissera la saison régulière en juge de paix pour ces Phoenix Suns.